Imaginez un monde où, sur les marchés, les poissonniers vendraient des produits aux saveurs et aux textures de laboratoire. Les plus anciens se souviendraient encore du goût d'un vrai steak de thon ou d'un filet de saumon. Les poissonniers, eux, auraient le vague à l'âme. Un monde où les seuls navires amarrés dans les ports appartiendraient aux plaisanciers. Les derniers bateaux de pêche achevant de rouiller, abandonnés sur les plages. Imaginez. Mettre un masque et un tuba n'aurait plus rien de magique. Les eaux paradisiaques se seraient transformées en désert. Ces poissons, Regarde comme il est beau le bleu. vos enfants iraient les découvrir à l'aquarium, comme on va au musée voir les dinosaures. Hé, regardez les enfants! Comment c'était avant? Oh, regarde celui-là. Avant, quand il y avait encore des poissons. Ça va? On ne vous a pas trop plombé le moral? Parce que ce scénario catastrophe pourrait se réaliser. En 40 ans, l'homme a réussi à faire disparaître la moitié des populations marines. Parmi les espèces aujourd'hui menacées, le thon. C'est l'un des poissons les plus consommés au monde. Un marché mondial de 33 milliards d'euros. Près de 5 millions de tonnes sont capturées chaque année. On est en train actuellement de détruire nos ressources de façon irréversible. Les industriels ont mis au point une technique de pêche qui met en péril l'un des thons les plus vendus, l'albacore. Mais c'est vrai que je pensais pas qu'il y avait des albacores aussi petits en fait. Qui étaient ah, beaucoup de petits. Il y a encore plus petits? Vous pêchez des poissons qui ne se sont pas reproduits sur une espèce qui est en surpêche et en surexploitation. C'est un constat qu'on regrette, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de quoi à la nier. Vous verrez ce que l'industrie du poisson ne veut pas vous montrer. Je me suis rendu compte du carnage qu'on est en train de faire, tout simplement. C'est un véritable gâchis, avec un seul but, financier. Dans l'océan Indien, les navires français et espagnols surpêchent avec l'argent du contribuable européen. Vous ne contrôlez pas ces bateaux, vous savez? L'Union européenne ne contrôle pas ces bateaux. Nous avons enquêté sur Petit Navire. La marque a été rachetée par le géant mondial de la conserve de thon. Si je suis inspecteur des impôts, je regarde ça, évidemment, je commence à frétiller en me disant « Tiens, il va se passer quelque chose qui va m'intéresser ». Des millions d'euros ont transité par des places offshore et par un cabinet d'avocats spécialistes de l'optimisation fiscale. Vous avez des questions par rapport? Pas m'intéresser à même entendre les questions. Entendre les questions, ça vous engage à rien? Non, ça m'engage à entendre les questions. Il existe un autre thon, le thon rouge, qui a failli disparaître, victime de l'appétit des consommateurs. Pour le voir, nous avons enfilé la combi. Ok. Ready to go? Mis le masque et nagé avec les thons. Je me fais quand même jeter des poissons sur la figure là. Hein. Ce thon rouge vaut de l'or et fait la fortune de quelques familles en France. Pas tout le monde. Ici, c'est 32 000 euros, c'est nouveau. Hein. Dans le port de Sète, nous avons découvert de mystérieux bateaux libyens. Si vous avez les papiers du bateau? Oui. C'est juste pour les voir en fait. Non. Cette pêche au thon est entre les mains d'un clan qui possède la quasi-totalité du quota français. C'est combien de quotas comme ça par bateau? Vous avez aucune idée? Oui, je parle pas aux médias. Ça équivaut à privatiser quand même un peu une ressource qui est publique au détriment des autres. Vous êtes prêts à ferrer du gros poisson? Des eaux turquoises des Seychelles au quai de la Méditerranée, Cache Investigation vous embarque pour une partie de pêche en eau trouble. C'est une enquête qui a commencé dans un placard. Eh oui, à Cache Investigation, on aime beaucoup le thon.
C'est tellement pratique pour agrémenter une salade, des pâtes ou se faire un sandwich. Et vous aussi, vous l'aimez, ce thon. En 2017, les Français ont consommé l'équivalent de 373 millions de conserves comme celle-ci. 8 ménages sur 10 ont rempli leur placard de cette petite boîte. La ménagère, chère aux publicitaires, aime décidément le thon. Et puis, ouvrir une boîte de thon, c'est déjà sentir les embruns. Voilà le thon, petit navire que nous rapportons du grand large. Petit navire, le thon au bon goût du large. Mais ce thon, comment est-il pêché? Par des petits navires? Bien sûr que non. Ce sont ces gros thoniers qui pêchent le thon. Avelvad, Talenduic. Des noms bien bretons. Ils viennent de Concarneau. On file en Bretagne, à la recherche de ces thoniers. Pour se rendre au port, c'est très simple. Il n'y a qu'à suivre les mouettes et les instructions du GPS. Prendre à droite sur rue des Chalutiers, puis prendre à gauche sur rue des Sardiniers. Prendre à gauche sur rue du Port, puis prendre à droite sur rue des Thoniers. Nous y voilà, tout y est. Le Crachin breton, les chalutiers et les sardiniers. Mais point de thonier à l'horizon. Pourtant, le Drenec, le Talenduic, la Velvad, tous ces navires ont été construits ici. Pardon, monsieur? Vous êtes un habitué, vous, d'ici? Oui. Ouais? Vous connaissez bien le port? Oui, ouais. Je saurais un port. Ah bah d'accord, je suis tombée sur la bonne personne. Vous connaissez, vous, ces bateaux-là? Le Drenec? Le Drenec, oui, c'est un thonier qui a été fini ici. Ah, mais ici on peut pas le trouver ici? Ah non, non, non. Ils pêchent pas ici, en fait? Ah non, ils viennent jamais ici. Il n'y a plus de thon débarqué ici. Ah ouais. Ouais. Au revoir. Au revoir. Mais où sont passés les thoniers de Concarneau? La réponse est sur la boîte de thon. C'est bête, hein? On n'avait pas pensé à la retourner. Océan Atlantique, Océan Indien, Océan Indien, Océan Indien, Océan Indien. Ça en fait du thon albacore pêché dans l'océan Indien. Et c'est bien là tout le problème. À force d'être trop pêché, le thon albacore est aujourd'hui menacé. Les scientifiques l'ont même déclaré en surexploitation et en surpêche. On s'envole pour l'océan Indien. La plaque tournante du thon, les Seychelles. Autant vous dire, on ne s'est pas fait prier pour y aller. Mesdames et messieurs, bienvenue aux Seychelles. Arrivé à l'aéroport, pas de doute, on est sur la bonne piste. Petit navire fait de la pub pour ses boîtes de thon. Des plages de sable blanc et des cocotiers. Le paradis. Enfin ça, c'est bon pour l'affiche. Leur usine est installée dans cette zone portuaire. C'est la plus grosse conserverie de l'océan Indien. Et ceux qui alimentent Petit Navire, ce sont ces gros thoniers. Essentiellement des navires français et espagnols. Des bateaux-usines qui peuvent mesurer plus de 100 mètres de long. Toute la journée, les ouvriers de Petit Navire trient le poisson qui vient d'être débarqué. Nous avons à peine le temps de les filmer que nous sommes interrompus par un agent de sécurité. Celui-ci nous prend en photo, mais nous interdit de tourner. Le port, c'est OK, mais ici, c'est privé. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes. C'est interdit de filmer? Oui, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est la politique de l'entreprise. Petit navire, tout petit tournage. Nous tournons la caméra vers les thoniers. Du thon congelé, comme s'il en pleuvait.
318 262 tonnes ont été débarquées ici en 2017. Victoria, la capitale des Seychelles, est devenue le premier port tonnier de l'océan Indien. Pascal Bach est un chercheur installé aux Seychelles. Il surveille justement les captures des tonniers français. Il est obligé d'être à couple. Et des fois, donc, voilà, donc on voit que c'est sportif, hein, des fois. Oh, vous savez, Pascal, monter sur un tonnier, on en a vu d'autres. Hein. Et là, il va y avoir un peu d'escalade, là. Ah oui. Voilà, donc ça va être... Manifestement, le scientifique se réjouit à l'avance de nous faire vivre cette épreuve. Bon, bah ça va, hein. On aimerait bien vous y voir, vous. Heureusement, Sophie, vous avez mis les chaussures ad hoc, c'est bien. Bah quoi? Qu'est-ce qu'elles ont, ces sandales? C'est les vraies chaussures d'escalade, hein. Ouais, bah ouais, mais bon, j'avais pas envie d'avoir chaud aux pieds. Si on n'a même plus le droit d'être en nu-pieds sur les tonniers... En tout cas, nous voilà sur l'Avelvad, l'un des bateaux que l'on cherchait à Concarneau. Bonjour. Bonjour. Sophie Le Gall, enchantée. Cédric, enchanté. Bah merci de nous accueillir à bord. Mais pas de problème. Cédric Le Bloa est le commandant de ce tonnier. Il n'est pas mécontent d'avoir fini sa campagne de pêche. D'accord. Là, vous êtes resté combien de jours en mer? On est parti il y a 2 mois. On part 2 mois et on rentre 2 mois chez nous avant de revenir à nouveau. Ah oui, donc ça fait 2 mois que vous étiez en mer, là. C'est assez long. Et vous avez bien pêché? Vous êtes content? C'est bien passé chez nous. Poisson à ce moment-là. Vous avez pêché combien de tonnes? Parce qu'on se rend pas compte des là, c'est simplement 1700 tonnes. 1700 tonnes? Ah oui. Un bateau comme ça peut pêcher 1700 tonnes. En 800 tonnes à 900 tonnes, on est rempli. Et là, du coup, on est rentré débarqué, on est reparti en mer. D'accord. D'emblée, le commandant tente de faire vibrer notre fibre bretonne. Vous êtes bretonne alors? Ouais. Ça peut pas être un reportage à charge? Bien sûr que non. On est entre bretons. Dans les cales du bateau-usine, le thon est sorti des cuves. Du thon qui a été congelé en mer, mis dans la saumure, juste après avoir été pêché. Pendant 4 jours, à un rythme effréné, les dockers vont décharger les 800 tonnes capturées en moins d'1 mois. Ce thon, c'est du listao ou de l'albacore. L'équipe de Pascal Bach mesure le thon pêché. De gros albacores, mais pas seulement. Certains sont de très petite taille. Ah oui, là? Albacore 49. Albacore 58. Albacore 59. Ce sont de très jeunes thons. En dessous d'1 mètre, l'albacore est considéré comme juvénile. Je ne pensais pas qu'il y avait des albacores aussi petits, en fait, qui étaient pêchés. Ah, beaucoup de petits. Et encore plus petits? Et là, ça veut dire que c'est de l'albacore qui ne s'est pas encore reproduit. Et vous en mesurez souvent, du comme ça? Tous les jours. Tous les jours, d'accord. Ces jeunes albacores sont loin d'être une exception. Dans ces cuves, c'est même la norme. L'échantillonneur nous montre les relevés de capture de la matinée. L'albacore, le plus moyen, là, c'est 46 à 45. Le plus gros, c'est à peu près 60. Il y a 108 albacores qui ont été... et 108 que de juvéniles, que de jeunes thons. Que de jeunes. Il n'y a pas de gros. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, ça peut menacer la ressource? Oui, ça peut. Ça peut, oui, parce qu'ils ne produisent pas. Voilà, le petit ne produisent pas, mais ils continuent à pêcher. Idéalement, ce qui devrait être fait, c'est que on devrait exploiter des poissons qui se sont reproduits au moins une fois. Oui, là, voilà. c'est pas le cas, par exemple. Et donc là, on n'est pas dans cette situation. Mais pourquoi ces gros bateaux pêchent-ils des poissons aussi petits? Tout simplement parce qu'ils sont pêchés sous DCP. C'est quoi un DCP? Pour comprendre, nous allons vous raconter l'histoire d'un thon. Il était une fois un bébé albacore qui s'appelait Tuna. Avec sa bande de potes, son banc, comme on dit entre thons, il aime parcourir l'océan Indien. Mais c'est sans compter sur les thoniers et leurs terribles pièges
le DCP, dispositif de concentration de poissons, appelé aussi épave. Une sorte de radeau fait de morceaux de bois, de cordages et de filets en nylon. Et ce DCP est une arme redoutable. Il attire tous les listao. Et parmi les albacores, ce sont surtout les jeunes, comme bébé tuna, qui viennent se regrouper autour des DCP. Pourquoi? Même les scientifiques n'en savent rien. Vous vous dites, mais tuna est complètement bêta. Non, tuna est un thon, et oui, tuna n'a pas inventé l'eau chaude. Les thoniers n'ont plus qu'à jeter leurs immenses filets. Et c'est comme ça que bébé tuna finira dans une boîte de conserve. Cette méthode de pêche, très efficace, est en pleine expansion. En 2017, la flotte française a réalisé 78% de ses captures de thon grâce au DCP. Même le commandant du navire s'interroge sur les conséquences de cette technique imposée par son entreprise. On largue uniquement sur épave. Ah bon? Et donc là, ce n'est que de la pêche sur DCP. Tout à fait. Nous, les marins, on ne trouve pas ça pas logique. Vous ne trouvez pas ça logique de pêcher sur DCP tout le temps, c'est ça que vous dites? Oui, tout à fait, parce qu'on ne respecte pas les juvéniles, et alors qu'on devrait respecter ça. Commencer par là, quoi. Le pêcheur est préoccupé, et il y a de quoi. Selon un rapport de la Commission du thon de l'océan Indien, la CTOI, les thoniers pêchent sous DCP essentiellement de jeunes albacores qui ne se sont pas reproduits. Preuve en est ce graphique. L'albacore capturé sous DCP pèse en moyenne moins de 10 kg, et cela depuis plus de 20 ans. Une pêche en grande partie constituée de juvéniles. De quoi menacer une espèce surexploitée. Les premiers à subir cette pêche intensive sous DCP, ce sont les marins séchellois, comme Guy Sandré. 22 ans qu'il pêche le thon. Nous, ça fait longtemps que nos pêcheurs crient qu'il n'y a plus de poissons. On est obligé d'aller plus loin, de passer plus de jours en mer. On ne peut plus continuer à travailler comme ça. On n'a jamais été en guerre contre les thoniers, mais on était en guerre contre la pratique qu'ils font. Et pour moi, c'est ça, c'est plus la pêche. C'est quoi ça pour vous? Moi, j'appelle ça la récolte. Et pour moi, j'aimerais bien que ces messieurs-là, ils redeviennent pêcheurs. Qu'ils arrêtent de pêcher avec les DCP. Ils arrêtent de pêcher avec ils redeviennent pêcheurs comme moi. Redevenir pêcheur comme avant l'arrivée des DCP. C'est parti mon kiki, retour aux années 80. Les Bretons viennent d'arriver dans l'océan Indien, c'est tip-top. À l'époque, on pêche en slip de bain à la fraîche. Et du thon, on en a jusqu'aux shorts. Une pêche virile, quoi. Mais surtout, une pêche que l'on pratique sur banc libre. Pendant des jours et des jours, les marins traquent les bancs de thon. Je vois des oiseaux plus loin. Sans aucune certitude de les capturer. Si, là. Combien de jours il peut rester parfois à chercher le poisson comme ça sans rien voir? Maximum. Maximum une quinzaine. Ah oui, 15 jours, c'est un peu long. Cette époque est révolue. Dans le monde moderne, la pêche industrielle doit être efficace et rentable. Plus rien n'est laissé au hasard. Pour le comprendre, rien de tel qu'une partie de master thon. Allez, c'est parti. Chaque thonier passe de DCP en DCP pour récolter le thon. Et pour pêcher encore plus, il a une arme secrète, le navire de soutien. Ce bateau ne pêche pas. Il est uniquement là pour larguer des DCP et pourquoi pas piquer ceux des autres. Le navire de soutien augmente considérablement la productivité des thoniers. Game over. Jacques est marin depuis 20 ans. Il a embarqué sur l'un de ses navires de soutien qui largue les DCP. Il préfère garder l'anonymat,
Difficile de critiquer ouvertement les techniques de pêche quand on est soi-même dans le milieu. Moi, ce qui me paraissait le plus, c'était le nombre de DCP qu'on mettait à l'eau. C'était la quantité, surtout. C'était assez impressionnant, ouais. Vous avez pu en mettre jusqu'à combien? On avait mis 200 à peu près DCP à l'eau et on avait dû en piquer 80, il me semble. Quelque chose comme ça. 200 DCP à l'eau en une cinquantaine de jours, c'est ça? Une cinquantaine de jours, c'est ça. Des centaines de DCP associés à de la haute technologie. Chaque DCP est relié à une bouée qui détecte le poisson. Il y a un sondeur sur chaque DCP et il veut savoir à peu près, à quelques tonnes près, combien le DCP peut avoir regroupé. À partir d'une certaine quantité, un coup de filet, ça peut être rentable, quoi. Je sais pas, pour moi, c'est un petit peu tricher aussi, quoi, de regrouper le poisson comme ça. On va plus pêcher, on va cueillir en fait du poisson. Écœuré par cette technique, le marin décide de ne pas rempiler. J'aurais pas pu faire d'autres missions, quoi. C'est pas une pêche qui me correspond. Pourquoi vous n'auriez pas pu faire une autre mission? Parce que je me suis rendu compte du carnage qu'on était en train de faire, quoi, tout simplement. Le carnage écologique que ça représente. En train de vider les océans. De toute façon, j'ai écouté des conversations entre les gars qui faisaient ça depuis longtemps et qui disaient bien qu'ils étaient conscients qu'ils pêchaient de moins en moins et de plus en plus de petits poissons. Donc on est en train de vider les océans. L'obsession de la rentabilité, quitte à mettre en danger les stocks de thon. On commence à en avoir assez dans notre filet sur les DCP. Ça tombe bien. Nous avons rendez-vous avec Yvon Riva, le représentant de la pêche industrielle tonnière française. Bonjour, vous allez bien? Merci d'être venu jusqu'à nous, c'est gentil. Boulevard de la Marine, je vous en prie, allez-y, monsieur. Vous êtes notre invité. Yvon Riva, c'est le président d'Ortongel. Ben oui, tu prends du thon, tu prends du gel, ça donne Ortongel. L'organisation professionnelle qui rassemble toute la flotte des bateaux congélateurs français. En tout, 23 tonniers, 114 000 tonnes de thon pêchés pour un chiffre d'affaires de 204 millions d'euros. Le vieux loup de mer pèse dans le milieu de la pêche. Non, je vais vous embêter, vous êtes obligé de vous asseoir sur la table, comme moi. Sur la table? Ouais. Eh oui, on est comme ça. On s'assoit sur les tables et on est tatillon sur le maquillage. Excusez-moi, monsieur, il y a des petites brillances avec la lumière. Non, tout le monde est prêt? Ok, interview monsieur Riva. Première. Les produits qui sont pêchés par les armateurs Ortongel, on les retrouve dans quels produits que nous, consommateurs, on achète, j'allais dire, presque tous les jours? Dans toutes les marques, je dirais, qui font de la conserve de thon, Sopiquet, bien entendu, Petit Navire, et puis toutes les marques distributeurs, c'est-à-dire la grande distribution à sa propre marque. Donc si moi, consommatrice, je vais dans un supermarché acheter du thon en boîte, en France, il y a de grandes chances pour que ce soit du thon qui a été pêché par les armateurs d'Ortongel. Une partie, oui. Une bonne partie. Une bonne partie. On est d'accord que Ortongel est quand même un acteur important de la filière. Dans la filière, si vous voulez, si on prend à l'échelle européenne, nous sommes les deuxièmes. Les premiers étant les Espagnols, et nous sommes les deuxièmes. Si vous voulez bien, on va se concentrer sur l'océan Indien. C'est une zone, j'imagine, que vous connaissez bien. Quel pourcentage de captures ont été faites avec les DCP dans l'océan Indien? Est-ce que vous avez une idée? C'est de l'ordre de 60% des captures qui sont faites sur DCP. Aujourd'hui, vous dites ça, vous, hein? Oui. Parce que nous, on a un chiffre. Donc, ce chiffre, il vient de l'Institut de recherche pour le développement. En 2005, dans l'océan Indien, 47% des captures françaises étaient faites grâce au DCP. En 2016, c'est 72%. Vous voyez, le chiffre est ici. Donc, comment vous commentez ces deux chiffres-là? Le commentaire est facile. Je vous ai donné 60% qui était une estimation personnelle. Si vous voyez, c'est plus. C'est plus que ça. Il y a trop de DCP utilisés. Mais vous dites pas plus que ça, il y a trop de DCP utilisés, c'est un peu court, puisque vous représentez la filière, vous représentez les tonniers français. C'est pas si court que ça. Nous, on s'est auto-limité. C'est-à-dire qu'actuellement... la preuve que non. Non mais pardonnez-moi, hein, vous dites oui, on s'est auto-limité, etc. Moi, quand je vois le chiffre et qu'on passe de 47% de capture à 72% de capture entre 2005 et 2016, l'auto-limitation, elle est mineure, pour le coup.
Non, je ne lis pas du tout ces chiffres-là comme vous les lisez. Je vous dis simplement qu'on s'est auto-limité sur le nombre de DCP. Est-ce qu'il y a eu plus de captures? Est-ce que les rendements sur DCP ont été plus importants? C'est possible. Mais le thon albacore, on est bien d'accord, Monsieur Riva, aujourd'hui, il est déclaré en surpêche et en surexploitation. Donc ça veut dire que vous pêchez sous DCP, notamment, des albacores qui sont une espèce menacée. On est bien d'accord avec ça? Elle n'est pas menacée, elle est surexploitée. Bah, a priori, à votre avis, quand on est surexploité, déclaré en surpêche, c'est qu'on n'est pas loin d'être menacé. Enfin, ou alors on joue avec les mots, de fait. On ne joue pas avec les mots. D'après le comité scientifique de la CTOI, si ce quota d'albacore est respecté, le stock va se reconstituer. D'accord. Bon, bah alors moi, je vous montre voilà, la moyenne des thons albacores pêchés sous DCP dans l'océan Indien par les thoniers français. C'est moins de 10 kilos. Voilà, vous voyez ici, la courbe, elle est là. Je la rapproche pour que vous la voyez bien. D'accord. Et là, elle est très claire. Vous savez ce que c'est un thon de moins de 10 kilos? C'est ce qu'on appelle un thon juvénile. Ça veut dire que c'est un poisson qui n'est pas arrivé à maturité sexuelle et qui ne s'est pas reproduit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on pêche ça, c'est-à-dire des thons de moins de 10 kilos? Ça veut dire qu'on pêche... On diminue la capacité de reproduction de l'espèce. On est d'accord? Oui. Vous amputez la ressource, de fait, puisque ces poissons ne vont jamais se reproduire. Non, je n'ai pas d'argument contre ça, c'est une vérité. Elle est scientifique, elle est établie. D'accord, donc vous pêchez des poissons de 10 kilos, juvéniles, qui ne se sont pas reproduits sur une espèce qui est en surpêche et en surexploitation. C'est le constat que vous pouvez faire. C'est le constat que vous faites aussi? C'est un constat qu'on regrette, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de quoi à la nier. On vous laisse un instant, Monsieur Riva, car on a fait une autre découverte. Le problème de cette pêche au thon, c'est qu'on ne pêche pas que du thon. Les DCP attirent les autres espèces de poissons. Et quand les filets remontent, tout remonte. Pour le voir, il faut embarquer à bord des bateaux. Et ça, c'est mission impossible. Mais, en se baladant sur le port de Victoria, nous avons fait une heureuse trouvaille. En fouillant dans les cordages d'un bateau, on est tombé sur une carte vidéo. Dingue, non? Si, on vous l'assure, ça s'est vraiment passé comme ça. Une enquête, c'est simple comme un coup de pêche. Ces vidéos ont été tournées récemment sur un thonier français. Des images inédites. Car cette pêche en haute mer se passe bien souvent loin des côtes, loin des regards. D'abord, les pêcheurs vont encercler leur proie avec ce que l'on appelle la senne, un énorme filet qui ramasse tout sans distinction. Les thons et les autres poissons se débattent, la mer devient rouge sang. Avec cette grande épuisette, une salabarde, toute la pêche est remontée sur le pont. Henri a travaillé sur ces thoniers. À maintes reprises, il a assisté à ces captures à grande échelle. La salabarde remonte à peu près 5 tonnes de poissons, tout confondu. Donc, de toute façon, il y a un tri qui est fait sur le pont de manœuvre arrière, qui est fait par l'équipage. On va trouver toutes les espèces. Requins, merlins, espadons, raies. On trouvera de tout. Ici, ce sont des requins soyeux, une espèce particulièrement vulnérable, qui viennent d'être pêchés. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc de toute façon, toutes les espèces qui ne les intéressent pas, c'est mis sur le pont d'un certain côté et ils s'en occupent une fois que la scène est remontée. C'est trop tard. C'est trop tard. Malheureusement, ils sont morts. Parce que même s'ils sont un semblant vivant, on voit bien que quand ils sont remis à l'eau, ils se mettent sur le dos et de toute façon, le poisson va mourir. Le gaspillage de la ressource se poursuit dans les cales. Les marins trient le poisson. Le thon est envoyé directement vers les cuves.
Les autres espèces sont rejetées à la mer, parfois vivantes, très souvent mortes. C'est un véritable gâchis. On est en train de massacrer tout ce système pour qu'effectivement des compagnies puissent pêcher, avec un seul but, financier. Donc aucun respect de la nature, aucun respect de l'océan. On vous a gardé une dernière vidéo pour la route. Quand les cuves sont quasi pleines, le thonier va quand même pêcher une dernière fois, histoire d'être rempli à bloc. Bah oui, rappelons-le, la pêche industrielle doit être rentable. Et que fait-on du reste? Eh bien, on le relargue. Cette pratique est tout à fait légale. Tant pis si une grande partie des thons rejetés sont morts. L'un des premiers scientifiques à avoir alerté sur les dangers des DCP, c'est Alain Fontenot, l'un des plus grands spécialistes de la pêche thonière. Pour lui, le DCP serait un piège écologique pour les thons et une menace pour d'autres espèces. Il y a 2 espèces de requins qui sont particulièrement abondantes sous les DCP et qui sont particulièrement fragiles. C'est des requins qui sont vite mis en danger. Et il n'y a pas beaucoup de solutions, là aussi, à part de réduire le nombre de captures sous DCP. Et en quoi ça peut être un problème, justement, de tuer trop de requins soyeux? On peut éliminer les espèces, quoi. Ah, mais on pourrait éliminer les requins soyeux? On peut éliminer, oui. Éliminer une espèce marine à cause des conserves de thon, c'est quand même bien dommage, non? Heureusement, la communauté internationale va réagir. La commission du thon de l'océan Indien, la CTOI, décide de prendre le problème à bras-le-corps. Cette commission rassemble tous les États qui pêchent dans la zone. Entre 2 danses balinaises, ils vont décider de diminuer les captures de thon albacore de 15%. Et surtout, ils vont réduire le nombre de DCP par bateau. Ce sera 350 et pas un de plus. Ouf! Bébé Tuna et ses copains sont sauvés. Évidemment, l'histoire est un peu trop belle. Aux Seychelles, sur le thonier breton, nous allons découvrir qu'il y a une subtilité sur ces limitations de DCP. Donc là, ce sont les DCP qui seront mis à l'eau lors de la prochaine marée. Pascal Bach, le scientifique, nous éclaire sur la réglementation mise en place par la Commission du thon de l'océan Indien, la CTOI. Voici la circulaire. La limite est bien de 350 DCP, mais actif. Écoutez bien la suite. On limite le nombre de DCP par bateau à 350 actifs. Sachant que ce même bateau peut avoir 350 autres DCP à l'eau équipés de bouées, mais qui ne seront non actives. Ah oui, d'accord. Donc c'est 350 bouées en activité en même temps. Et c'est reparti pour Master Thon. Imaginez un thonier, il pêche dans l'océan Indien. Il va activer les 350 DCP de sa zone. En réalité, il en a 350 autres. Mais comme il n'en a pas besoin à ce moment-là, il les désactive. Mais en réalité, donc, on peut en avoir jusqu'à 700. Voilà. Et puis, donc, après, on en active, on désactive. Voilà. En fonction de la zone où on est, quoi, en fait. Voilà. De mon point de vue, je pense que c'est un nombre qui est très important. Voilà. Les limitations imposées par la Commission du thon de l'océan Indien sont loin d'être une réelle restriction pour les navires français. Il n'y a qu'à regarder ce rapport. Chaque État déclare le nombre de DCP qu'il utilise par bateau. En 2016, les flottes françaises en déclarent 200. Ok, si on résume, les thoniers français utilisaient jusqu'à présent 200 DCP. Ils peuvent maintenant en utiliser 350, multiplié par 2, ça fait donc 700. C'est ce qu'on appelle une sacrée limitation. Et ces DCP, une fois à l'eau, que deviennent-ils?
eh bien, ils voyagent. Ils voyagent parfois très, très loin. Alain Fontenot nous présente une étude sur la dérive des DCP françaises et espagnoles dans l'océan Indien. Toute la zone en rouge et en rose indique les lieux où ils ont pu être observés ou géolocalisés entre 2007 et 2013. Et donc, on voit bien que les DCP sont posés en fait exclusivement dans la zone de pêche, c'est-à-dire très près de la Somalie, dans le canal du Mozambique. Et puis après quelques mois, ils dispersent partout, ils atteignent l'Indonésie ou le Sri Lanka. C'est comme des objets abandonnés qui dérivent sur l'océan. Il y a des milliers de DCP qui... Des dizaines de milliers de DCP perdus. Oui. Il y a un problème de pollution qui est majeur. C'est des DCP ne sont pas du tout biodégradables. Il faut compter des milliers d'années avant qu'ils disparaissent. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de transformer l'océan en poubelle, en particulier donc, dans les récifs coralliens, où là, on ne peut même plus les retirer physiquement. Quand il y a un DCP pris dans un récif corallien, il est inaccessible. Il faudra avoir un hélicoptère et arracher le récif corallien, mais enfin, c'est... Ah oui, donc ça peut avoir un impact réel sur les récifs coralliens. Oui, ça peut avoir un impact réel catastrophique et visible. À ce stade, on a de nouvelles questions à poser à Yvon Riva, le représentant de la pêche industrielle tonnière française. Dans la pêche sous DCP, il y a un autre problème. Ça s'appelle la pêche accessoire. Alors, qu'est-ce que c'est la pêche accessoire? La pêche accessoire, ce sont la capture de poissons qui ne sont pas ciblés. Je veux dire, c'est des poissons qui ne sont pas du thon. Est-ce que vous connaissez Alain Fontenot? Ah oui. Qu'est-ce que vous diriez de cet homme? Ben, c'est sûrement le plus grand spécialiste de la pêche tonnière dans les 20 dernières années. On va écouter ce qu'il dit, monsieur Fontenot, puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a deux espèces de requins qui sont particulièrement abondantes sous les DCP et qui sont particulièrement fragiles. Et généralement, on les remet à la mer, mais même quand ils paraissent vivants, la plupart du temps, ils sont morts. Un commentaire? Et si vous voulez, il n'y a pas d'autre moyen pour éviter ça. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de les remettre à l'eau vivante. Vous avez vu que le coefficient de survie de certaines espèces, entre autres les requins, est relativement faible. Ben oui, c'est ce qu'il dit, Alain Fontenot. Il dit que la plupart des poissons, ils ne survivent pas, hein, ils meurent. Même si on a l'impression, quand on les rejette à l'eau, qu'ils sont encore vivants, en fait, ils meurent après. Y compris sur des espèces protégées, ou en tout cas quasi menacées, comme les requins. Je n'ai pas d'autre réponse. Vous ne vous sentez pas à l'aise? C'est ce que j'appellerais un dommage collatéral. Un dommage collatéral. Oui, exactement, parce qu'à côté de ça, on essaie, avec un protocole qui a été mis en place, de remettre les requins à l'eau, si possible, vivants. D'accord, parce qu'en fait, vous avez rédigé un guide. Ce guide, c'est celui-là, on est d'accord? Et dans ce guide, vous dites très clairement, effectivement, là, ce qu'il faut éviter de faire avec un requin. Donc là, on voit, ne pas l'attraper par la queue, ne pas l'attraper ici par le nez, et ne pas exposer l'animal au soleil. Donc on est d'accord, c'est toutes ces recommandations que vous donnez. Oui. Vous, est-ce que vous avez le sentiment que ces recommandations, elles sont respectées sur les bateaux? Je l'espère, en tout cas. Et on les martèle le plus souvent possible. Vous l'espérez, mais vous n'en êtes pas sûr. Je vous rappelle que c'est quand même plus du domaine de l'armement que de l'organisation professionnelle. Nous, on a fourni tous les éléments. Après, la discipline sur le bateau, si vous voulez, ça part du commandant, et au-dessus du commandant, il y a l'armateur. D'accord. Bon, alors moi, je vous montre des photos qui ont été prises, alors pour le coup, très récemment, hein, sur un tonnier français dans l'océan Indien. Puis alors, vous voyez très bien, le requin tiré par la queue ici. Là, ici, même chose. Ça va, mais exactement à l'encontre des recommandations que vous donnez. Et ça a été pris très récemment, ces photos-là. Une réaction? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je le regrette. Ça ne l'aurait pas. Parce que là, le requin, il n'a plus aucune chance, hein. On est d'accord? Il sera sûrement abîmé. Ben donc ça veut dire que ces requins-là, ils n'ont aucune chance. Ces deux-là, ils risquent sûrement d'être morts quand ils toucheront. Ils n'ont aucune chance. Photo suivante, on regarde ensemble. Pareil, pris sur un tonnier français. Là, très récemment, qu'est-ce qu'on voit? Des espadons ligotés par un câble. Même chose, mêmes effets. Même réponse, je le regrette. Ça n'aurait pas.
D'accord. Revenons sur la pêche au DCP. Je voudrais vous montrer cette carte. C'est très impressionnant parce que chaque croix rouge, là, représente un DCP détecté en visuel. Et en rose, tout autour, donc là, on voit que c'est très, très, très important, c'est la dérive entre 2007 et 2013 des DCP dans tout l'océan Indien. Un commentaire? Il y en a trop, je vous dis, il y en a beaucoup trop. La question, elle est simple. Est-ce que vous n'êtes pas en train de polluer tout l'océan Indien avec vos DCP? Attendez, la question, on a dit tout à l'heure qu'il y avait trop de DCP. Ça, je le maintiens, cette position. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas en train de polluer tout l'océan Indien avec vos DCP? Je repose ma question. Non. 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 Pourquoi c'est pas vous qui les ramassez, ces DCP? Parce qu'on n'a pas les moyens, si vous voulez, de les ramasser. Nos moyens sont mobilisés sur la pêche et qu'on n'a personne qui fait le tour des îles avec un bateau pour ramasser les DCP. Ben, est-ce que vous ne devriez pas le faire? Ça n'a pas été dans les objectifs, en tout cas, pour l'instant. Eh non. Pollution, espèces menacées, thon pêché avant même qu'il ne se soit reproduit. Cette pêche thonière n'aurait rien de très durable, de très écologique. Pourtant, cette pêche se pratique avec le soutien de la Commission européenne. Elle est même en partie financée par l'Europe. Par nous, quoi. Et cela, grâce à des accords de partenariat de pêche durable. Oui, oui, vous avez bien entendu, pêche durable. À la Commission, les fonctionnaires ont imaginé un accord. Avec plein de beaux engagements dedans. On vous l'explique façon film d'entreprise. Bon, d'abord, on ne s'engage à pêcher que les stocks définis comme étant excédentaires. Excédentaire, c'est-à-dire? Ça veut dire uniquement les stocks de poissons qui se portent bien. C'est noté, les gars? Excédentaire. Moi, je voudrais proposer quelque chose. En échange du thon pêché, on versera chaque année 5 millions d'euros aux Seychelles. Très bonne idée. C'est vraiment une super idée. Et avec une partie de cet argent, on soutiendra la pêche à petite échelle. La pêche locale, quoi. Et puis on va même construire un nouveau port de pêche. Sympa, non? Trop bien, bravo! Bravo! Des accords de partenariat, l'Europe va en signer avec les Seychelles, mais aussi avec d'autres États de l'océan Indien, comme l'île Maurice ou Madagascar. À écouter Carmen Vela, le commissaire européen à la pêche, ces accords, c'est presque de l'humanitaire. Nous avons conscience que certains pays ont besoin d'aide. C'est pourquoi nous sommes prêts à conclure des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec des États côtiers. Devant tant de générosité, on sort les mouchoirs, fiers d'être européens. Dans l'océan Indien, c'est une toute autre version de l'histoire que l'on entend. À l'île Maurice, vit Vasen Kopemuto. Il est océanographe. Ces accords européens, il les connaît sur le bout des doigts. Avec lui, nous analysons la principale promesse de la Commission européenne, celle d'une pêche durable. Les flottes européennes ne pêcheraient que des ressources excédentaires. Ça, c'est sur le site de la Commission européenne. D'accord. Et il est quand même très clairement dit, ici, il vise à permettre aux navires européens de pêcher les ressources excédentaires au sein des zones exclusives des pays concernés. Ouais. Donc, quand vous voyez ça, où on parle de ressources excédentaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il y a un souci au niveau de ce mot excédentaire, parce que moi, je trouve qu'au contraire, en tant qu'océanographe, que les stocks de poissons sont en train de s'effondrer à travers le monde. D'ailleurs, il y a des études internationales qui ont été faites et qui expliquent qu'environ 30% des stocks mondiaux de poissons se sont déjà effondrés, que 30% sont menacés à très court terme et que le reste risque de disparaître carrément d'ici 2045-2050. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a des ressources excédentaires alors que les stocks sont en train de s'effondrer? Là, il y a une contradiction fondamentale que je n'arrive pas à m'expliquer dans ce texte. C'est peut-être une méthode de communication pour mieux faire passer l'accord. Que venir dire qu'on pêche des poissons que les autres ne pêcheraient pas et qu'elles sont excédentaires, à mon avis, c'est totalement contradictoire avec la réalité des choses aujourd'hui, en 2018, dans la région. Dans l'océan Indien, les accords de pêche n'auraient donc de durable que le nom.
il permettrait surtout aux industriels européens d'avoir le droit de pêcher chaque année 50 000 tonnes de thon, en échange des 5 millions d'euros versés aux Seychelles. Passons maintenant à la promesse numéro 2. L'Europe aide la pêche locale. Sur les 5 millions d'euros, une partie est destinée au soutien de la pêche séchelloise, notamment avec la construction d'infrastructures comme le port. Allons voir ça de plus près. Dans le port de Victoria, c'est Kis André, le pêcheur, qui fait office de guide. Dès que l'on parle avec les marins d'Europe et de soutien financier à la pêche locale, ça coince. Vous pensez que, par exemple, l'argent européen, il devrait servir à quoi? Ça vit à l'industrie de la pêche, artisanale surtout. Vous avez l'impression que l'argent ne sert pas à la pêche locale séchelloise, en fait, l'argent européen? Non. Voilà un vieux pêcheur. Le problème, c'est ça, vous voyez. Parce que l'année dernière, ils ont donné 5 millions, je crois. Oui, en tout, ouais. Où est l'argent? Où est l'argent? La question est sur toutes les lèvres. C'est ça, regarde aujourd'hui l'argent. Pour les pêcheurs, il faut regarder du côté des thoniers européens. Il vient chez nous, il tourne tout la mer, il part avec les poches pleines et nous, on est toujours derrière. Une partie de l'argent de l'Europe, censé financer la pêche locale, irait aux industriels. Kis André nous emmène voir le plus gros projet financé par la Commission. Le port commercial. 2 600 000 € versés par l'Europe. Nous, on n'a pas le droit de coster là, parce qu'il y a accès contrôlé tout ici. Et normalement, moi, je croyais que ces aides-là devaient aider la pêche domestique séchelloise. Mais c'est encore un quai qui facilite le travail de bateaux qui sont européens. Donc une grande partie de cet argent sert à aider les bateaux européens? Bah oui, c'est ça. Cet accord de pêche est décidément gagnant-gagnant pour les industriels. On donne de l'argent pour aider la pêche séchelloise, mais en réalité, une partie de cet argent sert aux thoniers européens. Et tout cela avec la bénédiction du pouvoir local. À commencer par l'ancien président de l'autorité des pêches. Bonjour. Philippe Michaud. Philippe Michaud, c'est le monsieur thon des Seychelles. Ravi de vous rencontrer. Depuis 30 ans, il est au cœur de toutes les négociations avec les armateurs européens. Et cette pêche l'a beaucoup inspiré. Ouais, vous voyez, là, c'est la pêche à la Seine, la pêche industrielle. Waouh, magnifique le tableau. Revenons à nos financements européens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cet argent est réinvesti? Par exemple, ce projet a financé, par exemple, un quai tonnier. Oui, c'est un quai de 425 mètres. Et c'est un très beau quai. Et alors, qui profite de ce quai? Bon, ce sont tous les bateaux. Hein. C'est pas limité aux tonniers sénats européens. Il y a toute la flotte tonnière peut l'utiliser. Donc, vous voulez dire que, par exemple, même la pêche locale, elle peut l'utiliser, ce quai? Ben, disons, elle pourrait l'utiliser, mais c'est pas pratique, hein, parce que c'est un quai réellement fait pour les tonniers industriels. D'accord. Oui, donc c'est essentiellement quand même les Européens qui s'en servent? Oui, voilà. Donc finalement, l'appui sectoriel, là, a finalement surtout servi les Européens? Oui, c'est... Bon, on peut pas tellement se plaindre, parce qu'on avait besoin des quais. Mais est-ce que vous pensez que les Seychelles gagnent plus que l'Europe sur les accords de pêche ou moins que l'Europe? Probablement moins que l'Europe, mais il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas des accords de pêche, je crois qu'on a été quand même les perdants. Et pour être encore plus gagnant-gagnant, les armateurs européens ont trouvé une astuce. Un tour de passe-passe pour pêcher encore plus. Là, on vient de vous donner un énorme indice. C'est à force de filmer des tonniers qu'on a compris la combine. Regardez bien, vous ne voyez rien? Certains navires français arborent le drapeau séchellois.
Ces bateaux appartiennent à la SAPMER. C'est le plus grand groupe de pêche français de l'océan Indien. L'entreprise possède 9 tonniers. En consultant les fichiers de la CTOI, nous allons faire une drôle de découverte. Si les 5 premiers bateaux sont sous pavillon français, les 2 suivants sont mauriciens et les 2 derniers sont immatriculés aux Seychelles. Pourquoi la SAPMER a-t-elle changé de pavillon au fil des années? Forcément, nous voulons en savoir plus. Alors nous nous rendons sur l'île de la Réunion. C'est ici que la SAPMER a son siège social. Une visite de courtoisie s'impose. Nous filmons avec une caméra cachée. Ah, bonjour. Enchantée. Sophie Le Gall, je suis Enchantée. journaliste pour France 2. D'accord. On vient vous voir parce qu'on fait un sujet sur la pêche tonnière dans l'océan Indien. Et donc, on aurait souhaité pouvoir rencontrer quelqu'un de la SAPMER pour pouvoir en discuter. D'accord. La responsable de la communication accepte de nous recevoir, mais elle reste très évasive sur ces pavillons étrangers. On a découvert que vous aviez certains de vos bateaux qui étaient sous pavillon mauricien et d'autres sous pavillon séchellois. Oui. C'est le cas, oui. Et comment ça se fait? Ça, je ne vais pas vous répondre, j'aurais peur de vous dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. La SAPMER refusera toute interview. Pour seule réponse, ce courriel. Nous sommes Français, Européens et Océan Indien. Il est donc logique d'administrer des bateaux pavillons français, mauriciens, séchellois et de participer au développement de nos voisins par ce biais. Avec ça, on n'est pas très avancé. C'est en allant chez Greenpeace que nous comprenons tout l'intérêt de ces pavillons étrangers. Ouais. Bon, tout le monde est bon? Bah, allons-y. François Chartier est chargé de campagne pour l'ONG. Il connaît bien la SAPMER. Il enquête depuis des années sur les stratégies de l'entreprise. Le fait d'avoir certains bateaux sous pavillon mauricien ou séchellois, pour quelle raison la SAPMER l'a fait? Parce qu'elle ne peut pas en construire sous pavillon européen. Pourquoi elle ne peut pas en construire? Aujourd'hui, notamment quand on est une entreprise de pêche française ou européenne, on ne peut pas dire, tiens, je vais construire 10 bateaux, avoir des licences, ça est encadré. Dans le cadre de la CTOI, donc c'est la commission qui gère les pêches au thon dans l'océan Indien, il y a des plafonds de capacité. Or, l'Union européenne avait quasiment atteint ces plafonds de capacité. À quoi servent ces plafonds de capacité? Tout simplement à limiter le nombre de bateaux, pour éviter que l'on pêche trop et que l'on vide les océans. Là aussi, la SAPMER s'est retrouvée un petit peu coincée, c'est-à-dire qu'il y avait des plafonds. Alors, c'est pas grave. Autant faire des bateaux qui battent pavillon mauricien ou pavillon séchellois, là où il y avait la possibilité d'augmenter la capacité. Donc effectivement, il y a plein de moyens de détourner les réglementations, en particulier les réglementations européennes. Elle serait donc là, la manip. Contourner la législation européenne en toute légalité. Pour faire immatriculer un navire dans l'océan Indien, rien de plus simple. Aux Seychelles, par exemple, il suffit de payer 75 000 € par an et votre bateau aura un beau drapeau. À vous les eaux turquoises et surtout le thon albacore en surpêche et en surexploitation. À ce jeu, les pêcheurs espagnols, les grands concurrents des Français, sont champions. Près de la moitié de leurs navires est immatriculé aux Seychelles. Les Seychellois sont-ils au courant de ce tour de passe-passe? Nous retournons voir l'ancien président de l'autorité des pêches. Cette fois-ci, nous allons lui parler du livre qu'il a écrit. Vous savez que j'ai lu votre livre, Ah oui, oui. Voilà. L'or bleu des Seychelles. Oui, c'était un petit peu la ruée vers le thon. Vers l'or. Vers l'or, voilà, l'or bleu, quoi. L'or bleu, c'est ça. C'était la minute culture de Cache Investigation. Revenons à nos pavillons seychellois. Dans le livre, vous dites « Le principal intérêt pour les armements européens de demander les pavillons des Seychelles est de permettre un accroissement de leur flottille en échappant au gel de l'effort de pêche imposé par l'Union européenne. » Oui, je pense que c'est en grande partie, la raison. Mais pour les tonniers sonneurs européens, c'est un moyen de contourner la loi européenne.
Oui, mais oui, c'est une façon de contourner, mais j'avoue, si c'est contourné, ben, c'est fait d'une façon, comment dirais-je, très ouverte. Hein, oui, tout le monde le sait dans le milieu. Tout le monde le sait, voilà, dans le milieu. Et, donc, et comme on parle régulièrement avec l'Union européenne, donc, non, c'est un secret pour personne. Hein. Et la Commission européenne donc, le sait, mais ne voit pas de problème à ça, en fait. Voilà, ne voit pas de problème à ça. Hop. Sauf que si l'on calcule ce que pêchent réellement les masters du thon, cela donne le vertige. Officiellement, 27 thoniers européens ont pêché 223 764 tonnes de thon en 2017. Mais si l'on ajoute les 2 thoniers mauriciens et les 13 thoniers séchellois, les armateurs européens ont en réalité pêché 363 652 tonnes de thon. C'est 34% du thon pêché dans tout l'océan Indien. Les industriels européens sont les grands gagnants de la surpêche de thon. Il est temps de quitter les Seychelles et d'aller voir la Commission européenne. Nous avons demandé à interviewer le commissaire européen à la pêche, Carmenu Vella. Ça a été non. Du coup, nous nous sommes invités à un événement organisé par la Commission européenne, Blue Invest. Des investisseurs et des financiers venus miser sur les ressources marines. En langage de la Commission, on dit stimuler le potentiel économique de l'océan. Nous sommes plutôt venus stimuler le commissaire européen sur le bien fondé des accords de pêche qu'il a signés. Carmenu Vella, celui qui fait dans l'humanitaire. Monsieur Vella, bonjour, Élise Lucet. Je suis de la télévision publique française. J'aimerais vous poser quelques questions. Oui. Les thoniers européens pêchent principalement sur DCP. Vous savez ce que c'est un DCP, j'imagine? Oui, les dispositifs. Et les DCP produisent des rejets et des prises accessoires. Est-ce que c'est une pêche durable? Nous sommes actuellement en pourparlers et on espère trouver la bonne solution. Mais quelle est votre position? Ma position est que tant que les DCP ne produisent pas trop de prises accessoires, je pense que c'est légal. Mais s'ils en produisent trop, nous devons nous attaquer à ce problème. Vous savez qu'ils produisent des rejets? Non, pas tout le temps. Et des prises accessoires? Pas tout le temps. Le commissaire européen noie le poisson. On lui tend une autre perche pendant que son conseiller en communication nous filme. L'aide financière européenne. Juste une minute, s'il vous plaît. L'Europe a financé un port aux Seychelles. Vous le savez, ce port a été financé à hauteur de 2,6 millions d'euros. Et ce port est principalement utilisé par les thoniers européens. Est-ce le rôle de ces aides de financer des infrastructures pour la pêche européenne plutôt que pour la pêche locale? Non, on fait les deux. Les accords de pêche aident les pêcheurs européens à avoir l'opportunité de pratiquer une pêche durable dans d'autres eaux. Mais c'est vrai, avec ces accords, nous aidons aussi les pays comme les Seychelles à renforcer leur capacité de contrôle. Mais ce port est utilisé par les thoniers européens. Mais c'est légal. Bien sûr que c'est légal. Mais cet argent européen aide les thoniers européens et pas les pêcheurs locaux. Vous savez, c'est 2,6 millions d'euros. Cet argent aide aussi l'économie locale. Nous aidons les pays à renforcer leur capacité de contrôle. Bien sûr. Mais est-ce que c'est aux contribuables européens de payer pour les thoniers? Est-ce que ce n'est pas une subvention déguisée? Non, ce n'est pas une subvention. C'est un accord que nous avons avec ces pays. Ce n'est pas une subvention. Mais est-ce que c'est le rôle des contribuables de payer pour les thoniers? Nous ne finançons pas les thoniers. Nous payons pour qu'ils aient accès à ces eaux et indirectement, nous aidons la pêche industrielle.
Mais ça veut dire qu'en tant que contribuable européenne, je paye donc pour les thoniers. Mais c'est comme ça pour tout. Comment pouvez-vous promouvoir une pêche durable quand vous voyez que les entreprises européennes ont 15 bateaux sous pavillon séchellois et mauricien? Ils ne sont pas européens. Ils sont sous pavillon séchellois et mauricien. C'est pourquoi nous aidons les autres pays à avoir plus de contrôle de leur flotte et de leur capacité de pêche. Ainsi, ils peuvent contrôler tout ce qui, selon eux, est illégal. On les aide à faire ça. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces 15 bateaux? Merci beaucoup. Juste une question. Qu'est-ce que vous pensez de ces 15 bateaux sous pavillon séchellois et mauricien? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous ne contrôlez pas ces bateaux, vous savez. L'Union européenne ne contrôle pas ces bateaux. Un des conseillers du commissaire européen fait barrage. Notre interview va se finir en queue de poisson. Bienvenue à Monsieur Vella, le commissaire européen à la pêche. Aux yeux du commissaire, cette pêche européenne ne poserait donc aucun problème. Soyez sûr que vous rentrerez chez vous avec de nouvelles opportunités d'affaires. Même si la ressource est menacée, pensez à l'énorme potentiel de nos océans pour la production alimentaire. Ce qui compte vraiment, c'est de pêcher toujours plus de poissons, produire toujours plus de boîtes de thon. La mer peut devenir de l'or. En enquêtant sur cette conserve, on en aura vu du pays. On ne pensait pas que ce thon nous emmènerait aussi loin. Des thoniers bretons qui pêchent dans l'océan Indien. Des drapeaux séchellois ou mauriciens qui flottent au mât des bateaux français. On s'y perdrait presque avec cette pêche thonière. Heureusement, quand on rentre en France, il nous reste un repère. La boîte bretonne, Petit Navire. Quand Petit Navire rentre au port, tout le monde accourt car... Sauf que Petit Navire est devenu thaïlandais. Nous avons enquêté sur les dessous de ce rachat. Et nous avons découvert que des dizaines de millions d'euros ont transité par des places offshore. Des montages fiscaux complexes qui ont fini par intriguer le fisc français. Petit Navire chez les Thaïlandais, vous n'allez pas être déçus du voyage. Tout commence en 2010. Thai Union, un géant de l'agroalimentaire, rachète M.W. Brands. M.W. Brands, c'est Petit Navire. Mais aussi Mare Blu, en Italie. Mare Blu, il tonno, lavorato sul luogo di pesca. Ou John West, en Angleterre. John West endures the worst to bring you the best tuna tempters with all natural ingredients. Thai Union devient ainsi le premier groupe mondial du thon en conserve. Coût de l'opération, 466 millions d'euros. Pour mener ce rachat, ils ont recours à un spécialiste de la finance offshore, Appleby. Appleby, cela ne vous dit rien? Enfin, à Cash Investigation, on vous en a déjà parlé. Derrière les Paradise Papers, c'était eux. Un scandale mondial qui pèse 350 milliards d'euros et qui implique notamment l'entourage de Donald Trump et même la reine d'Angleterre. Des stars, des politiques, des entreprises sont éclaboussées par le scandale des Paradise Papers. Et des millions de documents démontrent les placements financiers des plus grandes fortunes pour échapper à l'impôt. C'est justement un schéma d'optimisation fiscale qu'Appleby va mettre en place avec Thai Union pour racheter Petit Navire. Attention, ça donne un peu le tournis. Thai Union, à Bangkok, possède une holding à l'île Maurice, qui possède une holding au Luxembourg, qui possède une holding en France, et qui va donc prendre le contrôle de M.W. Brands, et donc de Petit Navire. Ça va? Vous suivez toujours? Le but de ce montage est très clairement défini dans un rapport d'Appleby.
créer une structure de détention fiscalement avantageuse. Pour nous aider à décrypter ces documents et ces schémas fiscaux, nous faisons appel à Pascal Saint-Amand. C'est le monsieur fiscalité de l'OCDE, un fin limier de l'optimisation fiscale. Quand vous voyez cette structure-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Si je suis inspecteur des impôts, je regarde ça, évidemment, je commence à frétiller en me disant « Tiens, il va se passer quelque chose qui va m'intéresser ». Alors le Luxembourg, c'est souvent une place d'investissement en Europe parce qu'il y a des régimes fiscaux plutôt favorables et ça permet de bénéficier de tous les avantages d'être dans l'Union européenne. L'île Maurice, c'est très souvent une place utilisée pour mettre des profits alors qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sans qu'ils soient taxés nulle part. Sur ces relevés bancaires de la holding mauricienne, des dizaines de millions d'euros vont transiter. Cet argent, ce sont des prêts destinés au rachat de MW Brands, donc de petits navires. Voici le circuit. Bangkok prête de l'argent à la holding mauricienne, qui va prêter de l'argent à la holding luxembourgeoise, qui va prêter à MW Brands en France. Et lorsque MW Brands rembourse les intérêts de l'emprunt, ces intérêts vont passer par le Luxembourg, puis par Maurice, pour enfin atterrir à Bangkok. Ok, mais quel est l'intérêt? Vous pouvez, en vous prêtant de l'argent en quelque sorte à vous-même, hein, c'est le même groupe économique, même si ce sont deux sociétés différentes, même groupe économique, même propriétaire, en vous prêtant de l'argent à vous-même, vous pouvez réduire les impôts là, ne pas les augmenter ici. Reprenons tout ça. Les holdings luxembourgeoises ou mauriciennes font un prêt à MW Brands. En retour, MW Brands verse des intérêts de l'emprunt. Ces intérêts sont déduits des bénéfices français. C'est une très bonne manière de réduire ses impôts en France. Et là, on voit qu'on a une sorte de route juridique qui va sans doute permettre de réduire fortement la fiscalité qui aurait été due si on avait fait une transaction entre la Thaïlande et la France. Petit Navire finit par s'attirer les foudres du fisc français. En cause, les intérêts versés à la holding mauricienne. En 2015, MW Brands est redressé pour un montant de près de 6,9 millions d'euros. On repart sous les tropiques, à l'île Maurice, pour tenter d'interroger un dirigeant d'Appleby. En quelques années, Port-Louis est devenu un paradis financier de l'océan Indien. 20 000 sociétés offshore y ont élu domicile. Dans le centre-ville de la capitale, Appleby occupe ce bâtiment. Nous passons discrètement devant le monsieur de la sécurité et nous prenons l'ascenseur avec notre caméra cachée. Et coucou, nous voilà. Oui, bonjour monsieur. Sophie Le Gall. Nous sommes d'abord reçus par l'un des avocats du cabinet. On travaille pour la chaîne nationale publique France 2 et on appartient aussi à l'ICIJ. L'ICIJ, c'est le consortium international des journalistes d'investigation. Les Paradise Papers, c'était eux. J'imagine que vous connaissez. Voilà. Comment? Malheureusement, je connais. On a eu pas mal d'ennuis avec les informations des Paradise Papers. Ah bon? Et pourquoi des ennuis? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y avait des informations confidentielles du bureau qui a été exposées dans différentes publications. Parfait, merci beaucoup. On compatit sur tous ces problèmes occasionnés par les journalistes. Arrive en renfort Bonjour. Un des associés du cabinet. Enchanté. Enchanté. C'est vous? Merci. C'est vous qui vous êtes occupé de Thai Union? Thai Union Investment Holdings. Alors, vous en êtes occupé? on ne peut pas vous répondre.
à aucune question. Ah. Vous allez comprendre que c'est une firme d'avocats et on est tenu par le secret professionnel. D'accord. Et on avait des questions par rapport à la... Comme je vous le dis, on n'est pas intéressé à même entendre les questions. Entendre les questions, ça vous engage à rien? Non, ça m'engage à entendre les questions. Je dois partir, malheureusement. Vous voulez simplement savoir si vous les avez aidés fiscalement. Je ne veux pas, écoutez. J'ai le droit. Bien sûr. Donc je vous demanderai gentiment de nous laisser travailler et c'est tout. D'accord. Nous, on voulait simplement savoir si vous les aviez aidés On ne peut pas. à minimiser leurs impôts sur Je les vous bénéfices redis. en France. Je vous redis. On est régi par le secret professionnel et un code d'éthique. Moi, deux questions simples. Savoir si vous les avez conseillé fiscalement. Je ne veux pas et si écouter vous vos avez questions. permis de J'ai été très minimiser gentil. les impôts sur les bénéfices en France. J'ai été très gentil. Par un système de dim tax Je credit. vous demande gentiment de nous laisser continuer à travailler. C'est tout. Bon, bah, merci à vous quand même d'être venu nous voir. Alors, gentiment, nous les laissons travailler sur leurs schémas fiscaux. Pas de problème, pas de problème. Et nous décidons de contacter Petit Navire. D'abord, nous cherchons à joindre la communicante de l'entreprise. Oui, bonjour Caroline Diasnis, c'est Élise Lucet, Cache Investigation France 2. Je vous appelle parce qu'on est très en demande d'une interview de Petit Navire et on voulait savoir et comprendre à quoi servent les deux holdings qui sont enregistrés à l'île Maurice et au Luxembourg par Thai Union. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous confirmer que c'est OK. Je vais faire tout pour que ce le soit. Si vous pouvez éventuellement me faire un petit digest résumé. Un petit plus ou moins digest. précis. Comme ça, ça facilitera d'autant. Pas de problème, on va vous faire un petit digest, aucun problème. Et si on peut se rappeler, donc est-ce qu'on est d'accord pour se rappeler lundi entre 10h et 13h? Ça marche. Merci à vous, Madame Diasnis. Bon, pas de souci, Madame Diasnis. Au revoir, à très vite. Nous rédigeons donc un petit digest, un résumé en French. Un digest qu'on forward par mail. Pardon. Un résumé qu'on envoie par courriel. Et le lundi, comme promis, on tente un call avec Petit Navire. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du... La responsable de la communication a mis les voiles. Ah oui, c'est vrai, le slogan de Petit Navire, c'est le bon goût du large. Nous finirons par recevoir par courriel cette réponse. La holding mauricienne Thai Union Investment Holding n'a plus d'activité depuis le mois de décembre 2016. Et concernant le redressement du fisc français, le groupe Thai Union conteste vigoureusement cette interprétation de l'administration fiscale française et a porté ce litige devant les juridictions compétentes. La procédure est en cours. Bah oui, forcément, c'est le fisc qui s'est trompé. En général, quand on a bien travaillé sur les schémas fiscaux, Élise nous emmène en voyage. Cette fois-ci, elle a choisi l'Espagne. Remontant la rivière, s'en allait gaiement, allant directement vers Val d'Isère. Cha-cha-cha des tons, cha-cha-cha des tons, et tous ensemble, oh, cha-cha-cha des tons, cha-cha-cha des tons, cha-cha-cha des tons, cha-cha-cha des tons, cha-cha-cha des tons. On arrive pile à l'heure pour prendre la mer. Ah, c'est là le bateau. C'est notre bateau, ça. On va même pouvoir se baigner avec des thons. Nous allons embarquer sur le Tuna Tour, avec David Puente comme capitaine. Voilà. Bonjour. Élise. Élise, la journaliste. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Et il y a beaucoup de... De thon? Oui, 300 thons. 300 thons? Il mesure 2 mètres, 2 mètres 50 et il pèse entre 200 et 250 kilos. Ok. Ok. C'est une aventure. Ouais, c'est une aventure. Là, il vient de me dire que je vais nager avec 300 thons qui font 250 kilos. Ok. Oui, Élise, nager avec des thons.
Mais attention, pas n'importe lesquels. Pas ceux des boîtes de conserve, non. Le thon qui vaut de l'or, le thon rouge pêché en Méditerranée. Une pêche miraculeuse pour ceux qui vivent de ce business. David Puente travaille pour l'un des plus gros industriels du thon rouge d'Espagne. Il nous emmène jusqu'aux piscines où ils sont engraissés une fois qu'ils ont été capturés. Chaque année, on pêche les thons et ils peuvent rester dans ces piscines jusqu'à un an et demi. Lorsque notre ferme d'engraissement est pleine, on peut avoir jusqu'à 13 à 14 000 thons rouges. Et où sont vendus ces thons? Ils sont vendus dans 32 pays. Notre principal client, c'est le Japon. Combien se vend un thon de 200 kilos qui sort de vos fermes ici, au Japon? Environ 6 000 €. Et en fonction du morceau de thon, nous vendons le kilo entre 40 € 40 € Oui. et 60 €. C'est un bon business. Oui, oui. Ça marche bien. Allons voir ce thon rouge de plus près. Les chaussons de plongée, et c'est parti. OK. Ready to go? À nous les gros poissons. Mais une fois dans l'eau, on a beau guetter les thons, ils se sont fait la malle. Et les pêcheurs ont beau balancer de la sardine pour les appâter, rien n'y fait. Je me fais quand même jeter des poissons sur la figure, là. Pas simple, la baignade avec les thons. Pourtant, ils sont bien là, ces thons rouges qui valent leur pesant d'or, juste en dessous de nous. Des thons qui ont failli disparaître au début des années 2000. Le thon rouge est-il menacé? En tout cas, il est de plus en plus pêché. Le thon va-t-il disparaître de notre alimentation? La Méditerranée vidée de ses bancs de thon rouge, c'est ce que prédisent écologistes et scientifiques d'ici 5 ans, si rien ne change. S'ensuit une bataille qui va durer plusieurs années entre les pêcheurs français et Greenpeace. L'ONG accuse les thoniers de pêcher toujours plus, sans se soucier de la ressource. Les activistes n'hésitent pas à passer à l'action. Les pêcheurs contre-attaquent. Des militants harponnés, des ports bloqués, les autorités finiront par mettre un terme à cette bataille navale. Elles décident de limiter les captures, de mettre en place des quotas et de contrôler les bateaux. Des actions efficaces. 15 ans plus tard, le stock de thon rouge est reconstitué. Et c'est comme ça que Lise peut nager avec ses thons à 6 000 € pièce. Mais qui profite aujourd'hui de cet or rouge? Eh bien, précisément ceux qui étaient accusés par le passé de piller la ressource au point de la faire disparaître. En France, le thon rouge, c'est avant tout une affaire de quotas. Et dans la pêche, quand tu as du quota, tu as le magot. Ceux qui se le partagent depuis plusieurs générations, ce sont quelques familles. Le clan des Sétois. Il y a les Scanapieko. Juste en face, les Lubrano. Sur un autre quai, on trouve les Dirocco et les Giordano. Les plus puissants de tous sont les Avalon. À la tête de la profession, il y a un marin, un chef, un parrain, comme il l'appelle ici. Il y avait deux métiers à choisir. Il y avait le métier de pêcheur et le métier de truand. Nous, on a choisi le métier de pêcheur. On est en liberté surveillée. Dans les années 90, Jean-Marie Avalon est l'un des principaux armateurs de thon rouge. Le pêcheur, il a le truand.
Oui, obligé, hein. Obligé. Léa Vallone, une famille qui a du répondant. Le coup du harpon, c'était un de leurs marins. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Pour préserver la ressource, des quotas ont été mis en place. Un quota, c'est quoi un quota? Chaque tonnier a le droit de pêcher une certaine quantité de poissons et pas 1 kilo de plus. Sur le port de Sète, chacun préfère rester discret sur son quota et même le minimiser, car ces droits de pêche attisent les convoitises. Pour faire parler les marins, on envoie Antoine. Et vous avez quoi comme quota, par exemple? 106 tonnes. Vérification faite, c'est 133 tonnes. J'ai vu 254 tonnes, je crois. Vous me l'appelez. Ouais, d'accord. 250, 260 ou 230, je sais pas. C'est bien 254 tonnes. Sur celui qui est derrière nous, là, par exemple, Chris Derrick, c'est quoi? Une centaine de tonnes à peu près. 120 tonnes, à peu près. Okay. Ouais, c'est en fait 229 tonnes. S'ils sont si évasifs, c'est sans doute parce que derrière toutes ces tonnes de thon rouge se cache une jolie somme. Chaque tonne pêchée se vend 10 000 €. Ce tonnier, le Janvier Louis Raphaël, appartient à Raphaël Scanapieko. 254 tonnes de quota par an. Il peut espérer en tirer 2,5 millions d'euros. Quant au Avalon, propriétaire des Jean-Marie Christian 3, Jean-Marie Christian 4, Jean-Marie Christian 6 et le Jean-Marie Christian 7, en tout, 1224 tonnes de thon rouge par an, l'équivalent de 12 millions d'euros. Une pêche qui rapporte un max et en un minimum de temps. Dans quelques heures, tous les tonniers du clan sétois vont partir en mer. Le but, pêcher tout le quota en un temps record. Vous partez combien de temps, du coup? 10 jours. Et on pêche tout le quota sur 15 jours ou on y retourne plusieurs fois? Tout le quota. Ok. Ça paraît insensé, mais c'est pourtant la règle. Chaque année, les tonniers partent au maximum 1 mois en mer. Une période imposée par les autorités pour ne pas menacer une nouvelle fois l'espèce. Et après, les bateaux, ils font quoi? Rien. 11 mois sur 12, ok. Dans le port de Sète, bonjour messieurs. Ces 11 mois à quai font grincer des dents. De la campagne. Ouais. C'est vous le patron? Non. Non. On ne travaille pas pour le temps, en fait. Ah, ok. Non, on fait les chaluts. Ok. Ouais, vous bossez toute l'année? Ouais. C'est restaurant. Alors qu'ici, c'est dingue, ils me disent en 3 semaines, c'est plié pour l'année, quoi. On va gagner un bras de mois. Ouais. Ici, c'est 32 000 €, on gagne mieux, quoi. Ah ouais. C'est pas du travail, je suis pas déchoué, comme moi. Ouais. On a fait le calcul. En moins d'1 mois, 20 tonniers vont pêcher 3 929 tonnes de thon rouge. C'est environ 39 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les tonniers se sont accaparés les quotas. Et ceux qui en ont fait les frais, ce sont les petits pêcheurs. 89% du quota français de la Méditerranée appartient donc à une poignée d'armateurs. Le reste, les 11%, les miettes de thon, ce sont 122 bateaux qui se les partagent. Leurs moyens n'ont rien à voir avec ceux de la pêche industrielle. Non loin de Sète, à Port-la-Nouvelle. Le Rosette André part en mer pêcher le thon rouge. C'est l'un des 122 bateaux de la petite pêche. À la barre, Frédéric Reste. Son quota n'a rien à voir avec ceux des tonniers. Il a le minimum, 825 kilos pour être précis, qu'il a le droit de pêcher entre mars et décembre. Ah, on va se mettre là à 4000 et on va caler à sortir. Et pour pêcher ce thon rouge à la palangre, c'est toute une histoire. Là, on n'a pas de tête. D'abord, patiemment, poser 600 appâts.
puis dérouler 12 km de ligne. Et parfois, se battre avec les mouettes. Ils arrivent. Quand ils s'y mettent, qu'ils arrivent, ils nous mangent les appâts avant qu'ils coulent. Voilà, les jeux sont faits. Il n'y a plus qu'à laisser les lignes dériver. La nuit venue, c'est reparti. Il faut remonter la ligne, mètre par mètre. Avec parfois de faux espoirs. Tu l'as vu le poisson? Attends, tiens ça, là, moi, je vais foutre le cul dans la ligne. Oh, il est manqué. Allez, on va plus. Je l'ai manqué. Au bout du 400e hameçon, sans rien avoir pêché, on commence à douter. Ça peut vous arriver de rien pêcher? Alors, oui. C'est rare, mais ça arrive. Ouais. Ça arrive. Bon, il y a encore du... Il y a encore 200 hameçons, donc tant qu'il y a du filet de l'espoir. Et enfin, capturer un thon rouge. C'est pas un gros. Puis un second. Toujours eu celui-là. En tout, 36 kilos pêchés en une journée. Mais on se dit quand même que ça se mérite, hein. C'est tout le temps comme ça, là. Ce métier, il n'y a rien de facile. Ils sont nombreux, les petits pêcheurs, à rêver de pouvoir capturer ce thon rouge. Mais pour cela, il faut détenir une autorisation de pêche. Et là, c'est le parcours du combattant. Chaque année, l'État délivre les autorisations de pêcher le thon rouge au compte-gouttes, laissant sur le carreau beaucoup de pêcheurs, comme Pascal. Vous savez combien de temps que vous demandez à pouvoir pêcher le thon rouge? 10 ans à peu près. Ah oui, 10 ans. Ouais. Et toujours pas, quoi. Et toujours pas. Et tous les ans, j'ai fait la demande et tous les ans, on me l'a refusé. Il y a beaucoup de pêcheurs dans cette situation? Ah, énormément. Il y a à peu près une centaine de demandes par an pour 5-6 places. Et vous, si jamais vous en aviez une autorisation de pêche, vous demanderiez combien, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en quantité de thon rouge à pêcher? Je pense qu'une tonne maxi, ça serait très bien. Même 500 kilos, 700 kilos, le quota social économique. Vous seriez déjà content, quoi? Ça serait très bien, oui. Pour se faire entendre, Frédéric Rest et Bertrand Cazalet, du syndicat des petits métiers de l'Occitanie, ont justement attaqué devant le Conseil d'État cette répartition des quotas. Ils reprochent au système de se baser sur un seul critère, l'antériorité. C'est quoi l'antériorité? C'est tout bête. Plus tu as pêché par le passé, plus tu auras le droit à du gros quota. Et peu importe si en pêchant beaucoup, tu as menacé la ressource. Logique, non. C'est une prime, en fait, à ceux qui ont pêché beaucoup à un moment donné, mais il y a un risque avec ce système-là. On a tendance surtout à concentrer le quota entre les mains d'un nombre réduit d'opérateurs. Ça équivaut à privatiser quand même un peu une ressource qui est publique au détriment des autres. Nous, on n'a rien, on ne demande pas de gros quotas. Le but, encore aujourd'hui, c'est d'ouvrir la pêcherie à beaucoup de bateaux avec des petits quotas pour qu'ils puissent travailler cette espèce. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Depuis, leur recours a été renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier. D'un côté, la petite pêche, qui rame pour récupérer ses fameuses autorisations de pêcher le thon rouge. De l'autre, les gros armateurs, le clan des Sétois, qui n'a aucun mal à les obtenir. Vous vous souvenez les 89% du quota détenu par les thoniers? En fait, la pêche industrielle en possède encore plus. On se plonge dans la liste des heureux bénéficiaires des autorisations de pêche du thon rouge. Et voici ce qu'on remonte dans nos filets. Un certain nombre de petits bateaux appartiennent en réalité aux armateurs des gros thoniers. On retrouve les Giordano ou encore les Lubrano et les Dirocco.
ceux qui en possèdent le plus, les Avallone. Ils sont propriétaires du 2 frères 1, du 2 frères 2, du 2 frères 3, 2 frères 4 et du 3 frères 2. Comment les gros armateurs ont-ils réussi à monopoliser les quotas de thon rouge? Nous nous rendons à la Satohan, l'organisation qui rassemble les pêcheurs de thon rouge à Sète. Nous allons interviewer Bertrand Wendling, son directeur général. Bonjour, vous allez bien? Physique de rugbyman, spécialité maison, défense intraitable des patrons thoniers de Sète. Alors, interview Bertrand Wendling, fichier 2. Je vous montre ce graphique. Pour ceux qui pêchent en Méditerranée française, on est bien d'accord, 20 thoniers, ils sont ici, se partagent 89% des quotas, voilà, c'est cette partie-là du camembert, et 120 bateaux, cette fois c'est la petite pêche comme on dit, se partagent les 11% restants, c'est cette petite partie bleue-là du camembert. J'ai envie de dire, ils se partagent les 120 de la petite pêche, les miettes de thon, hein, pas grand-chose d'autre. Alors, c'est deux pêcheries complètement différentes. Ceux qui pêchent les 11% sont des petits navires avec 1 ou 2 personnes à bord qui pêchent à l'hameçon. Donc, ils font des sorties de 1 journée, pas plus. Et moi, je ne vous parle pas de ça, je vous parle des quotas, moi. Mais justement, j'y viens. Oui. On ne peut pas pêcher autant de poissons à la ligne qu'à la Seine. D'accord. Voilà. Donc, et ensuite, comment se fait la répartition des quotas? Toute la base de la question est là. Cette répartition, elle est basée sur les antériorités de pêche, c'est-à-dire sur les quantités que ces bateaux pouvaient pêcher il y a quelques années. Donc, il y a des années de référence qui permettent de calculer les modalités de répartition de ce quota-là. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que plus les thoniers ont pêché par le passé, plus ils ont aujourd'hui des quotas de pêche importants. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est un principe de répartition juste? C'est le principe de répartition des quotas au sein de l'Union européenne, ainsi que la France. On se base sur, il faut bien se fixer sur une base, et cette base, c'est les antériorités de pêche. C'est quand même fou, ceux qui ont pêché le plus. Et donc, ceux qui ont contribué à faire baisser les stocks de thon au point de menacer la ressource sont quand même ceux, aujourd'hui, qui ont le plus de quotas. Mais ils ont acquis des droits. Et ces droits sont des droits officiels, alors que les petits métiers ne déclaraient pas et n'ont pas acquis ces droits. D'accord, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que cette règle qui s'applique à tous, pour le coup, c'est-à-dire la répartition par antériorité, répartition des quotas par antériorité, ne vous choque pas? Non. En fait, on n'est pas les seuls à s'interroger sur la répartition des quotas. Vous connaissez peut-être ce rapport de l'autorité de la concurrence. Il a été rendu en 2015. Et si on lit bien, on se rend compte qu'ici, à cette page, l'autorité de la concurrence dit « La répartition des quotas selon le critère d'antériorité permet aux navires bien dotés de bénéficier d'un avantage concurrentiel indu. » Elle parle même, si on va un tout petit peu plus loin ici, de discrimination envers les nouveaux entrants. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous me dites, les critères à l'antériorité, c'est parfait, et quand on lit ce que dit l'autorité de la concurrence, bah, ça n'a pas l'air d'être parfait. Alors, on ne dit pas que c'est parfait, on dit que c'est le mode de répartition qui nous convient. D'accord. Il y a d'autres modes de répartition. Alors, il faut savoir jouez un peu sur les mots, parce que vous dites ça vous convient, donc c'est que c'est bien. Bah, ça correspond aux attentes de nos adhérents. Nos adhérents sont adhérents à notre structure et nous, on défend leurs intérêts. Donc, ces intérêts correspondent aux intérêts de nos adhérents. Alors, en consultant la liste des autorisations de pêche au thon rouge, on a découvert qu'un certain nombre de bateaux de la petite pêche, eh ben, en fait, ils appartiennent à des armateurs de thoniers. Donc, c'est de la petite pêche, mais détenus par des gros armateurs. Alors, si vous voulez bien, on va regarder ensemble. Voilà, tout ça, c'est des bateaux de petite pêche, mais qui sont détenus par des thoniers seineurs, c'est-à-dire par des gros thoniers. Et quel est le quota attribué par notre OP à chacun de ces navires? Dites-le nous. Très faible, puisque ces navires n'ont pas d'antériorité, ou pratiquement pas d'antériorité. Ces navires de la petite pêche, là... C'est quoi très faible? Quel quota? Dites-moi. Moins d'1 tonne par navire. Moins d'1 tonne par navire. Moins d'1 tonne par navire. D'accord. Parce que là, nous, sur 2 frères 1, 2, 3, 4, d'après nos informations, là, il y a 33 tonnes de quotas sur ces 4 bateaux. En 2018, je ne sais plus, mais en 2017, il y a eu 32 tonnes transférées des seineurs à ces bateaux-là. Eh ben, c'est beaucoup, c'est pas 1 tonne par navire. Là. Je reviens sur ce graphique-là qu'on a regardé en début d'interview. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que là, on a les 89% pour 20 bateaux, là, ici. Et là, on a donc les 11% pour 120 bateaux. Mais quand on sait que dans ces 120 bateaux, il y a quand même des bateaux qui appartiennent à ces gens-là, ça veut dire que le quota, il est encore plus important que 89%. Oui, si vous voulez. Ben, c'est pas si je veux, c'est la vérité. Ben,
Ces petits métiers, ils sont exploités par des marins-pêcheurs. Mais je ne vous dis pas le contraire. Voilà. Ah non, non, je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis que là, cette part du gâteau, elle est déjà importante. Oui. Mais quand on se rend compte que ces gens-là ont une partie de ces bateaux-là, oui. bah, ça veut dire qu'ils ont une partie de ce camembert-là aussi. Et si, exactement. Ouais, donc oui. ça fait beaucoup, quoi. C'est plus que 89%. Si vous le dites. Ah, mais c'est pas que je le dis. Depuis cette interview, certains gros armateurs ont vendu une partie de leurs petits bateaux, mais pour les remplacer par des petits navires encore plus performants. Les armateurs de thon rouge concentrent les quotas. Mais ils ont aussi concentré les aides publiques. Et ça, nous l'avons découvert en examinant les fichiers de subvention. À Cash Investigation, on fait aussi de la déco. Du papier peint avec plein de belles lignes de subventions dessus. Des milliers de subventions qui ont été accordées à la pêche. 20 000 lignes au total d'aides publiques versées par l'Europe et par l'État français en 22 ans. Ce sont Claire Nouvian et Frédéric Lemanac qui ont réussi à se procurer ces fichiers. On peut récupérer le décor? Je vais en faire mon papier peint pour ma chambre. Leur association, Bloom, se bat pour une pêche respectueuse de l'environnement. Ils ont dû mener une longue bataille avec l'administration française pour récupérer tous ces documents. Donc ça, ce sont tous les fichiers que vous avez récupérés, mais grandeur nature. C'est ça, grandeur nature, donc des fichiers qu'on a mis quand même pratiquement 3 ans à récupérer. Donc là, il y en a pour 1,5 milliard au mur, quand même, de subventions publiques. 1,5 milliard d'euros. Oui. Quand on regarde qui récupère ces subventions-là, c'est surtout les grandes entreprises qui vont capter la majorité des subventions. De ces 20 000 lignes, nous avons extrait les subventions qui concernent les tonniers du thon rouge. Ah oui, on voit qu'il y en a qui ont touché ce qu'il fallait. 1,4 million, 1,5 million, c'est que du thon rouge. C'est bien, ça rapporte le thon rouge. Une pêche qui a été largement subventionnée. En tout, nous avons identifié plus de 32 millions d'euros. Grâce à de l'argent public, le clan des Sétois a financé la construction de ces bateaux, puis leur modernisation. 32 millions d'euros pour une quarantaine de bateaux et une vingtaine d'armateurs. Déjà, vous, ces chiffres-là, qu'est-ce que ça vous inspire? On a financé des capacités de pêche qui sont absolument délirantes et qui ont amené, en fait, à la surexploitation du stock. Et tout ça, en fait, quand on regarde les attributions de subventions, ce ne sont pas ceux qui génèrent une pêche côtière durable, ce sont toujours les grands industriels qui, aujourd'hui, du coup, ont une surcapacité de flotte complètement délirante. La plupart du temps, ils sont à quai. Parmi les plus grosses sommes versées aux patrons tonniers, un intitulé nous intrigue. PSF, pour Plan de sortie de flotte. C'est quoi encore ce nouvel acronyme? Pendant la crise du thon rouge, les armateurs qui acceptent d'envoyer leurs bateaux à la casse et de ne plus pêcher reçoivent des subventions. De belles subventions. Le Roger Christian IV, par exemple. Mis à l'eau en 2005, il ne pêchera que 6 ans. Entre les subventions à la construction et les subventions à la sortie de flotte, cela fait 2,5 millions d'euros. Même chose pour le Saint-Antoine Marie II. Il n'a pêché que 7 ans. En tout, 2,8 millions d'euros ont été alloués à ce bateau. Peut-être qu'il n'a même pas besoin de pêcher, en fait. Ah oui, la pêche a été fructueuse, la pêche surtout à argent public. Une famille a profité pleinement de ce système. Celle de Jean-Marie Avalon. Voici comment il a procédé. D'abord, il rachète 4 tonniers avec du quota. Ensuite, il les inscrit dans un plan de sortie de flotte. Il touche ainsi des subventions, 6 300 000 euros au total. Ce n'est pas tout. Il va ensuite transférer les quotas de ses bateaux vers ses propres tonniers. C'est comme ça que la famille Avalon détient aujourd'hui près d'un tiers du quota français de thon rouge de la Méditerranée. Une belle opération financée à coups d'argent public. C'est une super stratégie d'agglomération, d'agrégation des quotas et que c'est vraiment un musellement de ce secteur-là par un individu. Vous posez la question à un pêcheur artisan, il va
il ne va pas être vraiment content de voir que ces 6 millions d'euros-là, pour quelqu'un qui, en fait, a vraiment une stratégie de businessman ultra efficace, mais d'un cynisme incroyable. Le chef du clan des Sétois aurait donc réussi à capter des quotas ainsi que des subventions. Ça mérite bien un coup de fil à Jean-Marie Avalone. Oui. Bonjour, je suis Sophie Le Gall, je suis journaliste pour l'émission Cache Investigation. Oui. J'appelais parce que... Non, mais j'ai rien à vous dire, madame. Moi, je suis pas... D'accord, mais moi, c'était simplement pour vous parler des 6 millions d'euros de subventions. Je ne vous parle de rien, madame. C'est juste Ce que... j'ai fait dans ma vie, j'ai laissé légalement. J'ai rien à vous dire, faites ce que vous voulez. Et laissez-nous dans la paix du Seigneur. Merci. Sur ces mots, le seigneur du thon nous raccroche au nez. Et à 7, que pense son représentant, Bertrand Wendling, de cette stratégie? Parmi vos adhérents, on Oui. est d'accord, il y a la famille Avalone. Oui. Elle possède, si je ne me trompe pas, mais Oui. vous allez me corriger si je dis une erreur, 1224 tonnes de quotas par an. Oui, enfin, je peux vous dire, mais c'est ça, possible. Oui, plus de 1000 tonnes cette année, oui. Oui. C'est ça, Oui. moi, 1224 tonnes. À elle seule, cette Ouais. famille-là, Ouais. la famille Avalone, elle concentre un tiers du quota français du thon rouge en Méditerranée. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je n'ai pas de jugement de valeur à porter. Ils ont des quotas importants parce qu'ils ont des antériorités importantes. Alors, nous, on a épluché les fichiers de subvention Oui. et on a découvert comment les Avalone avaient récupéré autant de quotas. Vous le savez certainement, Oui. je pense que je ne vais rien vous apprendre. Pendant la crise du thon rouge, les Avalone ont racheté 4 tonniers. Ils ont donc récupéré les quotas de ces bateaux. Oui. On est bien d'accord Oui. avec ça. Hein. Oui. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, ces bateaux qu'ils ont rachetés, les Avalone, ils les ont ensuite inscrits dans un plan de sortie de flotte. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu des subventions de 6 millions d'euros d'argent public. Alors, je ne sais pas le montant total, mais... bah nous aussi, regardez. Voilà, si vous le savez, c'est sûrement vrai. Regardez, on n'a pas fait le calcul au centime près, mais en tout cas, ça fait 6 337 000 euros de subventions d'argent public. Et ils ont gagné des quotas. Oui. C'est formidable. C'était une des clés de la sortie du plan de reconstitution. Pas assez de quotas par navire. Donc, une des solutions qui est apportée, et qui C'est était une clé en or, une disposition qui était offerte au navire, qui a été utilisée par cet armement, pas le seul d'ailleurs, et qui a permis à l'armement de survivre à la situation et de se retrouver avec maintenant. Survivre à la situation, le mot est faible. Hein. Parce que là, on survit bien, quoi. Oui, mais on a fait les efforts, on a utilisé un dispositif qui existait de plan de sortie de flotte, on a acheté des bateaux, on a transféré ces antériorités sur les navires restants. C'est une disposition qui était légale et qui était autorisée dans le cadre du dispositif. Alors, en consultant les fichiers de subvention, on a fait d'autres découvertes encore. C'est très étonnant, mais on s'est rendu compte que le Roger Christian IV, il est là, ici, là, on le voit, là, le Roger Christian IV. Ce Roger Christian IV, c'est un bateau qui pêche plus aujourd'hui. Hein. Oui. Entre sa construction et sa sortie de flotte, les armateurs ont touché 2,5 millions d'euros de subventions. Et est-ce que vous savez combien de temps il a pêché ce bateau? Non, je ne me souviens pas. 6 ans. D'accord. Ah, c'est pas mal. Oui. Autant d'argent public dépensé pour un bateau qui ne pêche que 6 ans, est-ce que c'est pas de la gabegie financière? En effet, je pense que l'Union européenne s'est posé quelques questions. Et d'ailleurs, si aujourd'hui les plans de sortie de flotte n'existent plus, c'est probablement en partie de ça. Accaparement de quotas, concentration de subventions, le clan des Sétois a raflé la mise sur le thon rouge. Et ce n'est pas tout. L'un de ses membres aurait même trouvé un stratagème pour augmenter encore sa part du gâteau. On l'a découvert en se baladant sur les quais. Des thoniers libyens sont amarrés en plein cœur de Sète. Des thoniers libyens, que peuvent-ils bien faire ici? On regardait le bateau parce qu'on était étonnés de voir qu'il était de Tripoli, ce bateau. Oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il a Tripoli. D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait ici dans un port français? C'est ça qui m'étonnait. Il est pavillon libyen, mais c'est les Français qui travaillent dessus. Ah bon? Ça n'a rien à voir, ça. Ah d'accord. C'est juste que les bateaux privés en Libye, quoi. Et pourquoi ils n'ont pas un pavillon français dans ce cas-là? Ah, je ne sais pas trop, hein. Et c'est qui le propriétaire? Monsieur Scanapieko. Raphaël Scanapieko. Il possède le Janvier Louis Raphaël, un thonier qui détient l'un des plus gros quotas français. Amarré juste à côté, ce bateau libyen lui permet de pêcher encore davantage. Pourquoi?
Il y en a déjà qui ont pris les photos et c'est mal passé. Ah, d'accord. On plie les gaules et on se plonge dans les registres d'immatriculation des bateaux. Officiellement, l'Al Safa 4 appartient à une compagnie libyenne, la Safa. Qui est le propriétaire de cette compagnie? Retournons traîner nos guêtres du côté du bateau libyen. Là, nous tombons sur le frère de Raphaël Scanapieko, Janvier Scanapieko. Vous êtes parisienne, vous, non? Oui. Ça se voit ou ça s'entend? Ça s'entend, ouais. J'ai pas le même accent que vous. Il est commandant des navires de la flotte. Ah, c'est comme ça? Vous avez travaillé sur les bateaux libyens, les bateaux français? Tous, j'ai fait tous. Ah, tous sont passés dans mes mains, tous. Ah, nous allons enfin en savoir plus sur ce mystérieux propriétaire libyen. Et vous le connaissez, le propriétaire du bateau libyen? Et moi, je l'ai vu une fois, mais je ne me rappellerai pas. Raphaël, il le connaît, non? Il a pas vu, lui? Je pense. Je sais pas, moi, je l'ai Non, pas vous pensez vu. que votre frère le connaît pas non plus? Je sais pas, parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu un bordel, là. En Libye. C'est quand même bizarre, vous le connaissiez pas? Non, je l'ai vu une fois, mais je me rappelle pas. Ah ouais? Parce qu'attention, les Libyens, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma tante, c'est mon oncle, pour savoir la vérité. Au final, vous savez pas bien qui est le bateau, quoi. Le bateau, je sais pas, franchement. Les frères Scanapieko pêchent donc depuis des années sur un bateau dont ils ne connaîtraient même pas le vrai propriétaire. Bizarre, cette affaire libyenne. Une chose est sûre, l'Al Safa 4 leur permet de pêcher un joli quota, 128 tonnes. C'est donc 1 280 000 € qu'ils se partagent avec le mystérieux propriétaire libyen et qui s'ajoute aux 254 tonnes de leur bateau français. Un joli pactole. Et puis on finit par rencontrer Raphaël Scanapieko, juste en face du bateau libyen. Avec vous, je me méfie avec vous. Pourquoi vous méfiez de moi? Parce qu'avec les journalistes, si c'est pour passer dans la poêle à frire, j'ai passé l'âge. Si c'est quelque chose qui est normal, je vais. Si c'est pour entrer dans des coups tordus, je rentre pas. Je vous parle franchement. D'accord. Bah, moi, je pose juste des questions, je suis journaliste, il n'y a pas de coups tordus. Voilà. Alors allez-y, je vous écoute. D'accord. C'est parti pour les questions sur le bateau libyen. Et vous, alors, vous avez combien de bateaux qui vont pêcher le thon rouge? Le thon rouge, on a un bateau qui est sur le thon rouge. Et vous avez aussi ce bateau-là, l'Al Safa 4? Safa 4, c'est de la gestion. C'est les bateaux libyens qu'on a en gestion, qui appartiennent à des propriétaires libyens. Comme il n'y a pas de pêcheurs, c'est nous qu'on les gère. C'est pas vous le propriétaire? Ah non, pas du tout. C'est un bateau qu'on a en affrètement. C'est bizarre parce que moi, j'ai rencontré des marins qui me disaient que c'était vous le patron de ce Je bateau. suis le patron, oui, le capitaine. Capitaine, le gestionnaire. Mais après, le bateau sont des Libyens. Il s'appelle comment, alors, le propriétaire? Le propriétaire, c'est M. Abdelaziz Khalifa. Vous pouvez nous montrer les documents? Oui. Raphaël Scanapieko accepte de nous présenter l'acte de propriété du navire. Antonia, on va voir qu'on va faire du bordel pour rien. Vous voulez savoir le propriétaire du navire? Il faut aller à Libye, là. Oui, il s'appelle comment? Aziz. Et alors, moi, est-ce que vous avez les papiers du bateau? Oui. C'est juste pour les voir, en fait. Non. Je ne vais pas vous faire voir, c'est personnel. Non. Bon, finalement, Raphaël Scanapieko change d'avis. Nous n'en saurons pas plus sur ce fameux Aziz. Reprenons l'interview. Et ça vous permet de jouer effectivement sur des bateaux français et sur des bateaux libyens et de pêcher sur les deux types de bateaux, en fait. Ça me permet rien du tout. Ça me permet de travailler avec des bateaux français. Ça me permet de travailler sur des bateaux libyens. C'est ça, mais ça vous permet de récupérer du quota en plus. Ça me permet de travailler. C'est une manière de contourner les limites de quota européen, parce que ça vous fait du quota en plus. Mais ça n'a rien à voir avec le quota européen. C'est en plus. Ça n'a rien à voir avec du quota européen. C'est légal, il n'y a rien qui l'interdit. Pêcher sous quota libyen, la combine n'a rien d'illégal. Mais il y a plus ennuyeux. Raphaël Scanapieko est mis en cause dans une toute autre affaire. Une affaire dans laquelle il est soupçonné de fraude au quota. Cette fois-ci, ça s'est passé sur ces bateaux français. L'armateur est mis en examen pour abus de confiance et déclaration mensongère à une administration. La justice lui reproche de ne pas avoir déclaré une partie de sa pêche. 379 tonnes de thon rouge en 2008, 22 tonnes en 2010, 58 tonnes en 2011. Ça en ferait des centaines de tonnes non déclarées.
Vous êtes mis en cause dans des affaires de fraude au quota. Fraude au quota? Non, c'est terminé. Il n'y a rien. Moi, je ne suis pas auditionné pour fraude au quota. Il faut... C'est déclaration mensongère à l'administration et abus de confiance. Quand ça sortira... C'est la mise en examen pour vous, c'est ça? Mais quand ça sortira, vous le verrez. Pour le moment, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Bah, parce que moi, je veux dire, j'ai quand même... Non, là, vous avez... Oui, mais là, regardez, là, par exemple, vous êtes ici. C'est très clairement écrit, effectivement, déclaration mensongère à l'administration publique en vue d'obtenir un avantage, abus de confiance, et on vous accuse de ne pas avoir déclaré correctement les quotas de thon rouge. On m'accuse de ne pas avoir déclaré, non pas de ne pas attendre. De ne pas avoir tout déclaré. Non, moi je ne suis pas pour ça. Attendez, qu'est-ce que je dois déjà dire à l'audience? Pour non-inscription au journal de bord, je ne suis pas dans la fraude, je suis pas dans... Là, c'est un package. Enfin, là, c'est ce qui vous concerne, oui, voilà. J'ai vu ce qui vous concerne. Ouais, attendez. Quand même, en garde à vue, vous avez admis que vous n'aviez pas déclaré la totalité. J'ai rien admis, moi, en garde à vue. Regardez, c'est marqué ici. Non. Voilà, attendu que notamment lors de sa garde à vue, Raphaël Scagnapico a reconnu ne pas avoir déclaré d'une part une quantité donc, de 7 716 kg, d'autre part une quantité de 17 000. Il précise que c'est volontairement qu'il n'a pas inscrit ses pages sur les journaux de bord. C'est pas moi qui l'invente ça, monsieur Scagnapico. Non, ça c'est pas moi, vous avez... Attendez, regardez, Raphaël Scagnapico. Mais vous me montrez ces papiers. Oui, c'est pas moi qui les ai. Eh bien, c'est pas moi qui l'ai dit, ça. Pour vous, tout ça, c'est faux. Vous n'avez jamais menti sur les déclarations. J'ai jamais menti sur les déclarations. Bah alors pourquoi la justice dit ça? La justice, c'est facile. Hein. Si, moi, je vous dis, votre mari vous fait cocu. Vous allez me dire... Je veux pas le rapport, là. Mais c'est exactement pareil. Ouais. Vous me dites que moi, j'ai fraudé. Moi, je vous dis, votre mari vous trompe pas. On m'a dit que votre mari vous trompe pas. Bah, la justice, c'est pas juste, on m'a dit que... Hein. Non, mais votre mari vous trompe pas, eh bien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous êtes sûr? Eh bien, je vais le voir si vous me voyez divorcer. Et là, c'est exactement pareil. Quand vous reviendrez... Si, le rapport, il est le même. Le rapport, il est le même. Alors, le lien entre cocu et fraude au quota, on vous avoue, on le cherche encore. D'accord, très bien. J'espère que tu as enregistré. Bah, j'espère aussi. Hein. Après tout, quelle importance lorsque l'on pêche l'un des plus gros quotas de thon rouge. Merci, monsieur. Merci. L'horizon s'annonce radieux pour les armateurs du thon rouge. Avec la reconstitution des stocks, les quotas vont augmenter ces prochaines années de 20% par an. Une aubaine pour les pêcheurs, mais qui pourrait se transformer en piège. Plus de thon rouge pêché, ce sont des prix qui baissent et surtout une espèce qui pourrait de nouveau se retrouver menacée.